chirurgien ophtalmologue, à cheval entre Paris et la Corse, le docteur Costantini nous parle de son parcours en médecine et de son aventure entrepreneuriale Glaspop. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'expert. Comme nous allons le voir, l'ophtalmologie peut être une vocation familiale. Florent nous partage aujourd'hui son point de vue assez atypique et sa manière de fonctionner. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Docteur Costantini, bonjour. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer, même si on s'est déjà vu à la SFO assez brièvement. Euh, D'accord. je suis ravi de vous avoir sur mon podcast parce que vous avez une activité riche, hein, comme la plupart des ophtalmos que j'invite ici. C'est intéressant. On va voir pas mal de choses, notamment votre activité évidemment de chirurgien qui se développe, hein, et notamment géographiquement. Et puis on parlera évidemment de votre aventure Glaspop. Mais avant ça, je vais vous demander de vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Parfait, merci beaucoup Sébastien. Déjà, on est enchanté, je suis enchanté d'être là, enchanté de pouvoir parler de tout ça avec vous et je suis sûr qu'on va avoir un échange ô combien intéressant. On vit dans une période critique pour l'ophtalmologie à de nombreux égards. Je pense qu'on est à un point tournant pour beaucoup de choses et donc moi je suis toujours ravi d'en discuter, d'échanger et de pouvoir construire le débat autour de ça. La présentation, elle va être assez simple. Je ne suis pas un vieil ophtalmologiste, comme vous pouvez pour l'instant encore le voir, ça changera. Je vais dire nous parce que vous verrez qu'il y a un lien organique avec mon frère. Nous sommes deux donc, ophtalmologistes, deux frères ophtalmologistes. Moi, j'ai 38 ans aujourd'hui, j'ai une activité parisienne, je suis installé à Paris maintenant, libéral depuis à peu près 7 ans, 8 ans, je pense. Une activité un peu ultra spécialisée, comme on dit souvent, avec une activité de chirurgie de cataracte et une activité de chirurgie réfractive. Et en parallèle de ça, nous avons un projet qui est plus qu'un projet, qui est maintenant une entreprise, même si elle reste très jeune, qui est Glaspop et qui est un projet donc entrepreneurial de technologie en santé. Le but étant, si vous voulez, pour faire court, je pense qu'on y reviendra, c'est de permettre à un patient tout seul de faire une réfraction subjective autonome, donc ce qu'on appelle une self-réfraction en anglais. Et donc voilà, et donc c'est une aventure qui nous prend beaucoup de temps, mais qui nous passionne parce que je pense que de plus en plus d'ophtalmologistes se lanceront dans l'aventure pour des raisons qu'on pourra développer ensemble tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de liens entre le métier de médecin et la création et l'innovation. Donc voilà, et donc je suis très heureux qu'on entame ce débat. Super, impeccable. Merci pour la présentation. On va commencer par votre carrière de chirurgien, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, hein, vous avez présenté Mathieu, votre frère. C'est déjà assez rare, hein, enfin, c'est rare. On va dire que dans la hiérarchie des médecins, être chirurgien ophtalmo, c'est déjà une performance. Mais avoir deux frères, alors vos parents doivent être très fiers de vous, j'imagine. Comment est-ce que à quoi est-ce que vous attribuez cette double réussite? Alors, bonne question. Je pense que mon frère et moi, nous étions en fait, donc on a grandi en Corse jusqu'à l'âge de nos 18 ans. L'horizon des possibles était assez limité. Si vous voulez, on n'avait pas la chance de pouvoir avoir la fenêtre qui est sur le monde avec Internet aujourd'hui. Donc nous, pour nous, le bout de la vie, c'était le bourg du cours Napoléon, hein, en bon ajaccien. Donc, si vous voulez, ce qui nous faisait rêver quand on était fort à l'école, il y avait deux possibilités, c'était servir l'État ou la santé. Donc, grosso modo, c'était les deux voies pour nous. Et donc, comme on avait plutôt une filière scientifique avec mon frère et qu'on aimait beaucoup la technologie, on va y revenir, la santé nous a plu. Et par-delà la santé, l'ophtalmologie. Donc, comme mon frère et moi, nous avons eu un cursus assez identique, on a eu la chance de pouvoir choisir la spécialité que l'on voulait. Et on s'est dit vraiment, il y a de la tech dans l'ophtalmologie. On voit des gens qui ne sont pas tous des malades, ce qui a son importance. Et donc, ça nous paraît très bien, ça nous paraît innovant, ça nous paraît un terrain propice et giboyeux à l'innovation. Et donc, fonçons et on s'est retrouvés ophtalmologistes tous les deux comme ça. En plus, on avait dans la tête avec mon frère l'idée d'un jour pouvoir faire un métier aussi chez nous, c'est-à-dire en Corse. Et donc, la pratique de la médecine libérale et particulièrement de l'ophtalmologie s'y prêtait parfaitement bien. Donc, c'était aussi, je pense, une raison pour laquelle on a penché dans cette voie-là.
D'accord. Et donc du coup, bah, vous avez démarré, tous les 2 à Paris, et vous allez maintenant également exercer, en Corse, chez vous. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez mis ce laps de temps finalement pour déclencher ce projet? Très bonne question. Je pense que, déjà, je pense qu'il faut 20 ans pour faire un bon médecin. Donc, vous voyez que nous, ça nous laisse pas beaucoup de marge avec notre âge aujourd'hui. Paris, l'avantage, c'est que, on a, comme vous le savez, on a l'impression d'être à l'avant du train, c'est-à-dire que, on a un plateau technique, superbe. On est, au contact, des plus grands, services hospitaliers, avec des choses très, très spécialisées. Donc on avait ce lien-là. Pour des raisons familiales, mon épouse vivant à Paris, j'avais aussi moi un attachement parisien. Et donc on avait envie et besoin d'apprendre beaucoup, d'être au contact. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, parce que je pense que c'est l'avenir de la Corse en matière de santé, on garde notre activité parisienne pour créer un pont entre Paris, les grands services, les grandes structures privées parisiennes et la Corse. L'idée étant que le malade ne se déplace plus, mais que ce soit le médecin qui se déplace et les compétences avec. Donc voilà, donc pour nous, à l'image un peu de ce que font beaucoup de mes collègues francilien, comme vous le savez, Sébastien, avec un centre parisien ou une tête de consultation parisienne et un centre secondaire en province. Nous, on avait l'idée de faire ça en construisant un pont aérien, puisque obligation géographique. Mais voilà, donc c'était l'idée et je pense que je l'espère en tout cas, on va s'efforcer de le construire, un cercle vertueux parce que chaque activité va nourrir l'autre. Donc voilà, c'est l'idée derrière. D'accord, super. Et donc du coup, bah, vous avez trouvé le temps, de vous trouver un autre hobby et de créer Glasspop. Alors racontez-nous un petit peu, comment ça a commencé, la genèse du projet, et où vous en êtes maintenant? Alors écoutez, c'est très drôle. Donc bien évidemment, il y a un lien organique hein, entre notre profession et le glass pop. Tout est parti d'un constat de base avec mon frère et je pense que c'est pour ça qu'on est toujours en vie et qu'on a bien marché. C'est qu'on est parti non pas de l'envie d'innover, nous sommes partis du problème. C'est un problème que l'on connaissait puisque l'on le rencontrait nous-mêmes au quotidien. Donc un problème qu'on connaissait par cœur. On s'est dit l'accessibilité aux soins en ophtalmologie, il y a une pierre angulaire. Si on regarde bien, c'est la réfraction. L'ophtalmologie est une spécialité extrêmement diverse aujourd'hui, en passant par les annexes à la rétine, à l'aspect neuro-ophtalmologique. Mais il y a une base commune qui est l'examen de vue, qui est la réfraction. Et donc, si on regarde un petit peu dans la course, qui est un examen d'ophtalmologie, la réfraction, c'est un moment assez chronophage et à basse valeur ajoutée d'un point de vue sémiologique. On s'est donc dit, il doit y avoir des étapes en fait et des clés dans cet examen de réfraction que l'on peut automatiser. Et si on regarde l'histoire de la réfraction, elle a commencé par la skiascopie, et donc vraiment c'était le médecin, c'était un examen compliqué, et le médecin seul pouvait le faire après des années d'exercice. Moi, je n'ai jamais fait ça, je serais bien incapable aujourd'hui de faire une skiascopie. La technologie est arrivée, et a permis, grâce à cette couche technologique, de simplifier l'examen de réfraction et de l'amener du médecin vers nos assistants, que sont les orthoptistes et les optométristes. Et nous, on s'est dit, on va ramener une couche supplémentaire de technologie et on va faire un shift depuis nos assistants sur le patient seul pour gagner du temps et libérer les autres acteurs en fait pour faire des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc c'est ce qu'on a fait. On a essayé donc de prendre les machines classiques qui sont fabriquées par les industriels actuels de l'ophtalmologie et de plugger grâce à notre logiciel un algorithme qui permet au patient de lire tout seul et de donner le résultat de réfraction subjective qui est envoyé dans le dossier patient. Et donc, le suite de la consultation est classique. Vous avez l'ophtalmologiste qui, à la fin, voit les données, examine le patient et s'occupe vraiment de la partie médicale. Et donc, bon, voilà un peu la genèse derrière, voilà la vision et voilà ce qu'on a essayé d'en faire. D'accord. Et donc du coup, technologiquement, l'ensemble des patients, même avec des réfractions un peu compliquées, l'ensemble des patients arrivent à passer sur votre machine?
Alors, c'est toujours l'ensemble, ce serait pas vrai. Nous, on se limite à 16, à peu près 16 ans, 16, 15, 16 ans, et jusqu'à, c'est difficile de dire une limite haute sans vexer des gens, mais jusqu'à des gens très jeunes de 70 ans, hein, puisqu'il y a certains de nos confrères qui, qui exercent encore. Mais j'ai l'habitude de dire que c'est les gens actifs, grosso modo, parce que vous êtes en face d'une machine. Quand vous êtes actif, aujourd'hui, vous savez ce que c'est qu'un email, donc vous savez ce que c'est une tablette, et donc vous savez vous débrouiller. Donc voilà un petit peu. Au niveau des pathologies et des types de réfraction, plutôt les types de réfraction, aujourd'hui on n'a pas de limite, on va sur des grandes myopies, moins 16, moins 17, moins 20, il n'y a pas de souci. Simplement, c'est sur la pathologie, quand vous avez des gens avec des visions, des acuités visuelles très basses, effectivement, ils vont mettre du temps à faire l'examen. Et donc, ce n'est pas du tout, si vous voulez, l'esprit même et la cible de Glasspop. L'idée de Glasspop, c'est vraiment de s'occuper des réfractions tout venant et de libérer les professionnels pour que justement ils aient le temps de s'occuper de ces patients-là qui sont un petit peu, qui nécessitent un peu plus d'attention, et donc justement de libérer dans la consultation les patients entre guillemets avec des réfractions simples et de laisser le reste et les pathologies lourdes au chemin, je dirais, standard et aux réfractions standards avec nos assistants et nos ophtalmologistes. D'accord, et donc du coup, de la SPOP maintenant, c'est acquis par des médecins? Vous exercez vous mettez à disposition? Comment ça se passe? En fait, c'est très simple. On travaille avec les industriels donc classiques. Donc, en fait, si vous voulez, c'est des machines que vous trouvez chez les industriels de l'ophtalmologie. La partie hardware est achetée en fait directement chez l'industriel. Et après, nous, on vient plugger notre logiciel dessus et on le vend en forme d'abonnement. Et donc, nos clients sont sont les ophtalmos, hein. D'accord. Voilà. Et donc du coup, on va venir shunter la partie, pré-mesure, je dirais qui est faite normalement par une orthoptiste ou par une assistante médicale, et donc du coup, Absolument. le patient va être directement en autonomie sur l'appareil. Absolument. Dans mon cabinet, pour prendre cet exemple, vous avez deux canaux de voie pour accéder à une consultation chez un ophtalmologiste. Vous avez le canal avec une assistante médicale Glasspop, et le patient est ensuite vu directement par l'ophtalmologiste. Et vous avez le canal classique qui concerne plus des bilans préopératoires, des bilans de cataracte, des patients de DMLA, des patients donc pathologiques, où vous avez le schéma classique avec l'assistant, donc optométriste, orthoptiste et l'ophtalmologiste. Et donc en fait, si vous voulez, cette voie-là accessoire permet de libérer du temps à la voie traditionnelle, je dirais, pour pouvoir consacrer plus de temps aux autres patients. Et sur le cabinet principal, et sur les cabinets secondaires, ça permet d'ouvrir des cabinets secondaires en étant libre, en n'étant pas obligé d'avoir quelqu'un qui maîtrise parfaitement la réfraction sur place. Et donc, je pense notamment aux infirmières et aux assistantes médicales qui peuvent travailler en autonomie, du coup, avec, à côté de ça, l'atonométrie, l'OCT et le fond d'œil qui permet de compléter l'ensemble du parcours. D'accord. Il me semble qu'au tout départ, d'après mes recherches, vous vouliez installer des cabines. C'est d'actualité, c'est plus d'actualité? Alors, ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est en matière de start-up et d'entreprise, souvent l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que d'abord, vous pensez à quelque chose, et puis le fracas de la vie et du marché, des demandes et des retours font que votre projet bouge toujours, et vous finissez, en tout cas c'est l'enjeu, avant de mourir, vous finissez par trouver la bonne voie. Au tout départ, nous, effectivement, on s'était dit, on va construire ça pour des pays en voie de développement, et on va construire ça sur une cabine pour que le patient soit vraiment tout seul, tout seul. On a essayé ça et puis on s'est heurté aux difficultés, notamment du hardware, c'est-à-dire que toute la partie matérielle, toute la partie cabine, il y a une infrastructure très lourde autour pour le SAV, pour le support, pour le transport, pour la maintenance, etc. Et on s'était dit, finalement, je crois que ce n'est pas très adapté à ce qu'on fait, surtout que ça nous obligeait à démarrer à l'étranger. C'est toujours plus compliqué que de démarrer sur son marché domestique quand on est une petite entreprise avec des petits moyens comme on était. Et donc, on a réfléchi, on s'est dit, je pense qu'on fait fausse route. Et effectivement, on faisait fausse route. Et on s'est dit, finalement, le cœur du réacteur, c'est quand même le logiciel, c'est quand même l'algorithme. Et donc, décapsulons cet algorithme de cette cabine
et mettons-le sur des machines standards qu'on connaît tous aujourd'hui et regardons si ça marche. Effectivement, ça a commencé à intéresser les ophtalmologistes et on s'est sauvé grâce à ce changement-là. La cabine existe toujours. On a d'ailleurs des brevets pour les cabines. On a un brevet publié en France et bientôt en Europe. Peut-être qu'un jour, dans un futur de plusieurs années, ce sera de nouveau au goût du jour. On aura pensé à quelque chose de plus intelligent et l'articulation se fera différemment. Mais pour l'instant, elle est dans un placard. D'accord, très bien. Joli pivot en tout cas. Hein, c'est vrai que chaque entreprise, bah, souvent, va avoir des destins un petit peu Absolument. sinueux. Très bien, super. Et donc, du coup, est-ce que vous communiquez sur le nombre de centres qui sont équipés de votre technologie actuellement? Oui, oui, oui. Alors en France, nous, on est présent dans plusieurs pays. En France, on a une cinquantaine, je pense, de glass pop qui sont chez les ophtalmologistes. On doit avoir une soixantaine en tout avec des essais mobiles réalisés par les industriels. Et aujourd'hui, en France, on doit faire entre 4000 et 5000 réfractions par semaine, à peu près. Donc, ça nous fait pas mal de data, ce qui est intéressant pour améliorer toujours l'algorithme. Et on commence à faire des essais aujourd'hui en Angleterre, en Hollande, en Belgique. Voilà. Et on a déjà vendu à un client donc qui est sur ces trois zones-là. Donc, on croit en Europe. Et on espère d'ici la fin de l'année vraiment avoir une grosse accélération en Europe et vraiment s'imposer comme leader sur le marché européen. On est déjà sur le marché français, mais vraiment sur le marché européen, on espère vraiment avant la fin de l'année faire ce gros pari. Et après, il y aura, comme toutes les entreprises qui font du medical device, il y aura l'enjeu des États-Unis auquel on commence à réfléchir d'un point de vue législation, parce que vous savez que l'algorithme est un médicament, hein. Donc c'est une norme européenne aujourd'hui et ce sera un challenge pour nous pour avoir des équivalences aux États-Unis et au Canada et en Australie, par exemple. Mais donc voilà, l'idée c'est vraiment sur les 24 mois de gagner vraiment une croissance forte en Europe et après pouvoir commencer à se préparer pour aller sur le marché américain. D'accord, donc de belles ambitions en tout cas. Oui, voilà, on est ambitieux, hein, Bon, c'est très ça. bien. J'espère qu'on pourra refaire un épisode 2 et vous nous présenterez depuis les États-Unis peut-être une machine en place. Super. Exactement, exactement. Donc du coup, avec votre casquette de médecin et votre casquette d'entrepreneur dans la tech, moi, il y a une question que j'aime bien poser parce que on est toujours un peu myope vis-à-vis de la situation. En tout cas, moi, c'est mon ressenti sur la situation de l'ophtalmologie. On voit que les choses bougent, on voit que les orthoptistes ont obtenu la primo-prescription, on voit que bah, de plus en plus, les orthoptistes vont aussi travailler parfois en libéral, parfois en salariat. Enfin, il y a plein de choses. L'instauration des PAO, la baisse drastique de tous les rendez-vous, des rendez-vous, pardon, partout en France, même s'il reste encore peut-être 10% de la population qui ne sont pas encore ultra bien équipés en termes d'ophtalmologistes. Mais comment est-ce que vous voyez cette évolution dans 10 ans au vu de tout ce que vous savez actuellement sur le marché? Alors, je pense déjà qu'il faut qu'on a une vision, on a, nous, une vision qui est trop ophtalmologique de la chose. Je m'explique. Si vous dites, vous sortez dans la rue et que vous dites il y a 90% des gens qui ont un accès normal à un ophtalmologiste, vous vous faites lyncher. Parce que là, moi, je suis à Paris, vous descendez sur le boulevard Saint-Germain, si vous demandez à quelqu'un si c'est difficile d'avoir un rendez-vous d'ophtalmologie, il va hurler que oui. Donc, il y a cette perception. Il faut bien imaginer aujourd'hui que les gens ne consomment plus de la santé comme ils la consommaient avant. Moi, je m'en rends compte en me baladant dans les pays européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à des gens qui commandent un livre sur Amazon et l'ont le soir même à la maison, commandent un film et l'ont tout de suite, etc., etc. Il y a une demande pour que la consommation de soins en santé soit immédiate. Les gens ne tolèrent plus d'attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir un rendez-vous d'ophtalmologie. Ils ne tolèrent plus ça. Donc ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit nous, médecins, on s'organise pour y répondre, soit quelqu'un d'autre va le faire. Voilà. Donc déjà, je pense qu'il y a cette donnée-là. Au-delà de ça, je pense que si on arrive, nous, à... Il y a beaucoup de choses qui se font, vous parliez des postes avancés, je pense que c'est génial parce que ça crée une émulation, on essaye beaucoup de choses.
Je pense qu'il faut essayer, qu'il faut se tromper, mais qu'il faut essayer vite. Voilà. Il y a des dispositifs qui marchent très bien avec les articles 51 pour demander des… Voilà. Mais je pense qu'on doit tous essayer d'innover, de trouver un peu les voies qui sont les meilleures pour nous. Je pense qu'il y a des vérités géographiques qui ne sont pas vraies, culturelles même, qui ne sont pas vraies partout, hein. Vous ne pouvez pas avoir un patient à Paris comme vous le voyez à Ajaccio, par exemple, comme… Pour nous, il y a des modèles qui ne marcheront pas en province parce que les gens culturellement n'ont pas l'habitude de consommer du soin comme ça. Un centre de santé encore, je pense que ça ne tiendrait pas longtemps. Donc voilà, je pense qu'il faut tester et je pense qu'il faut sortir du carcan du corporatisme, même si ça fait mal à beaucoup de monde, et se dire que si on veut répondre à cet enjeu-là, et si finalement, c'est contre-intuitif, mais si les médecins veulent garder le pouvoir et être en haut de la pyramide, il faut qu'ils délèguent. Et je pense qu'il faut qu'on délègue de plus en plus. Moi, je suis très content et vraiment agréablement surpris du rôle de l'infirmière dans nos cabinets, qui prend de plus en plus de place. Une infirmière, c'est quelqu'un qui sait parler à un malade, qui sait ce que c'est un malade, qui sait toucher quelqu'un. Et je suis très content de ça. Et je trouve que ce n'est pas du tout incompatible et ça ne prend absolument pas la place de nos collègues optométristes ou orthoptistes parce que moi, mes orthoptistes et mes optométristes, je leur fais faire des choses à vraiment plus haute valeur ajoutée pour eux. Je les challenge un peu et je vais vous dire quelque chose que je fais qui est illégal, mais je l'assume. Je les fais venir au bloc opératoire. D'accord. Moi, je pense que nos orthoptistes, nos optométristes doivent être plus ambitieux. Et moi, vous voyez, je suis très content quand mon orthoptiste, c'est mon patient qui a été vu à Paris en pré-consultation par mon orthoptiste, qui a fait le bilan. Elle l'a revu après pour le fond d'œil, elle a fait le calcul d'implant. Elle le revoit au bloc opératoire, parce que c'est mon aide opératoire, c'est elle qui lui serre la main. Et elle le revoit en post-opératoire pour analyser ça. Voilà, c'est illégal, je m'en fiche et je personnalise le soin. Et je pense que si un jour j'ai un problème, mes patients seront là pour m'aider au tribunal. Mais, mais voilà. Donc je pense qu'il faut être ambitieux, je pense qu'il faut imaginer plein de choses. Je pense qu'il faut sortir du mouvement très Troisième République de la sanction, c'est le diplôme, et si on n'a pas le diplôme, on ne peut pas faire. Je pense qu'il faut s'ouvrir à autre chose. Mais encore une fois, et je dis toujours que c'est contre-intuitif, si les médecins n'acceptent pas de déléguer, je pense qu'on va perdre beaucoup de choses parce que force est de constater qu'avec, si je prends la globalité, 8 milliards d'individus, on n'est pas assez de professionnels de santé pour voir tout le monde tous les 2 ans comme il faudrait le faire. Donc, il faut qu'on trouve des systèmes. Et je pense qu'on vit une époque géniale parce que grâce au logiciel notamment, et ça, je pense que c'est une grande révolution, innover devient beaucoup, beaucoup moins cher. Si on était à l'époque de l'industrie et du matériel, ça aurait été complètement impossible pour mon frère et moi d'innover. Parce que pour innover, on aurait eu besoin de créer une ligne de production, de créer des moules, de créer du dur, de créer des tas de choses avec des tas de certifications. Aujourd'hui, 2 internes d'ophtalmologie qui rencontrent un problème et qui veulent le résoudre, ils ont un PC, ils y arrivent. Ils ont un PowerPoint, ils lèvent de l'argent et ils se lancent. Ce n'était pas possible avant. Et ça, c'est la beauté, c'est la révolution du logiciel. Donc, je pense que les médecins, de plus en plus, et ça doit commencer dès la faculté, j'en discutais avec Béatrice Kochner, qui fait un boulot génial à Brest pour ça, il faut commencer à ce que les médecins rentrent dans ce mode de pensée de se dire, c'est nous-mêmes qui allons, comme le baron de Munchausen, nous tirer. La seule façon de ne pas se noyer, c'est de se tirer soi-même par les cheveux. Donc, il faut en fait apprendre à ce que c'est que l'innovation, essayer d'apprendre vraiment le schéma de pensée de ça et dès la fac de médecine. Donc voilà, donc je pense qu'il faut changer un peu notre mode de pensée. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, ça paraît logique et c'est vrai que c'est très vaste, hein, l'avenir nous le dira.
comment ça va évoluer. En tout cas, c'est passionnant. J'ai une dernière question, assez rituelle. Maintenant que vous avez ce recul, hein, avec, pas mal d'années d'expérience, quel conseil vous donneriez à un jeune ophtalmo qui décide de s'installer là, l'année prochaine, pour la première fois en libéral? Alors, avec beaucoup d'humilité, hein, mais je vais lui dire déjà bravo, parce que je pense que c'est super, donc petite un. Petit 2, je vais lui dire qu'il fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue financier, en faisant de la dette, c'est-à-dire en allant voir un banquier, il trouvera à des taux très compétitifs encore, de quoi, construire son projet, simplement, et je pense que il 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 le fait au bon moment parce qu'on a une fenêtre de tir aujourd'hui en tant que jeune ophtalmologiste pour être encore, entre guillemets «des entrepreneurs» et maître de notre outil, et je pense que ce sera peut-être plus vrai dans 15 ou 20 ans quand on voit un petit peu l'évolution qu'il y a eu en biologie, médicale et en radiologie. Donc je pense que c'est très bien. Je pense qu'il faut juste garder une chose à l'esprit, il faut se dire que aujourd'hui, si on veut réussir en libéral, il faut faire de la qualité. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment aller sur des tâches médicales «lourdes» entre guillemets, sur de la vraie pathologie, sur de la vraie chirurgie, et que ouvrir un cabinet pour juste faire de la consultation lunette, ça, c'est peut-être quelque chose qui a pas un très, très grand avenir. En revanche, écouter ses patients, leur parler, leur expliquer, faire de l'éducation, faire de la prévention et faire de la chirurgie, faire de la rétine médicale, faire de la rétine chirurgicale, du glaucome, de la cataracte, ce que vous voulez. Je pense que ça de belles années sont devant nous, et on ne peut qu'encourager les jeunes à se lancer. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. On aura sûrement l'occasion de se recroiser et peut-être de faire un épisode 2 Absolument, lorsque Glass Pop sera, connu mondialement. c'est ça. On espère. Merci docteur, à bientôt. Merci Sébastien, à très bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Florent nous a envoyé un peu de soleil d'Ajaccio et son expertise croisée entre ophtalmologie et tech est suffisamment rare pour être très instructive. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que je modifie à l'avenir. Merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.